Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Tu t'es mouillé sous la pluie. Oui, malheureusement. Mais Jean-Paul, on vient au Gabon, il pleut 9 mois sur 12. Nous sommes Pourquoi psychologiquement on ne s'adapte pas à cette situation? Non, on s'adapte. Non, on s'adapte. On a toujours l'impression d'être surpris par la saison des pluies. Mais non, pour s'adapter... Même sur le plan, je parle pas même d'abord de nous. Même l'État, la société tout entière. Ah d'accord, quand tu dis s'adapter par rapport aux aléas, les aléas climatiques, là, donc les inondations et autres. Oui. Écoute, c'est une question de vision politique. C'est parce que on dit souvent gouverner, c'est prévoir. Malheureusement, ces dernières années, on a des gouvernements, mais ce n'est pas qu'au Gabon. Hein. Quand tu regardes, par exemple, quand c'est la saison de la mousson, même en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, par exemple, à Dakar, pour ceux qui vivent là-bas, on voit les inondations terribles qu'il y a pendant la saison des pluies. La même chose à Port-Gentil. Bon, c'est un peu lié aussi un peu au relief particulier de Port-Gentil, par exemple, qui est en train de s'affaisser par rapport au niveau de la mer. Bon, maintenant, on revient au plan individuel. Pourquoi on ne s'adapte pas à un humain individuel? Tu n'as pas le parapluie. Non, je n'ai pas de parapluie. Mais non, Jean-Paul. Non, je ne prends plus de parapluie. Pourquoi? Parce que je les perds tout le temps. Donc, je ne peux pas continuer à acheter des parapluies. Donc, du coup, tu te mouilles? Oui, je préfère me mouiller plutôt que de ne pas... oui. Ça sert à rien d'acheter un parapluie et un jour ou 2 jours après tu le perds. C'est toi le responsable. Oui, c'est pour ça que en toute responsabilité, je préfère maintenant m'en passer. D'accord. On repart combien d'années en arrière, Jean-Paul? On va partir plusieurs années en arrière. On va plutôt parler d'un pays, l'Allemagne, et d'une date aujourd'hui, le 9 novembre. Pourquoi? Parce que le 9 novembre a, si tu veux, une connotation un peu négative dans l'histoire de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que c'est lié à 4 événements qui ont bouleversé l'histoire même du pays. On a le 9 novembre 1918, avec notamment l'abdication du dernier empereur allemand, Guillaume II. On a le 9 novembre 1923, avec le putsch raté, dit le putsch de la brasserie, la première tentative de prise de pouvoir par Adolf Hitler. On a le 9 novembre 1938, qui est tristement appelé la nuit de cristal, durant laquelle il va y avoir de véritables massacres de juifs en Allemagne. Et on a le dernier événement lié à la date du 9 novembre dans l'histoire de l'Allemagne, à savoir la chute du mur de Berlin, qui a eu lieu le 9 novembre 1989. Alors, c'est donc, tu vois que dans l'histoire allemande, on a l'impression que pour les Allemands, le 9 novembre, en fait, ce n'est pas une très très bonne date. Alors, pour revenir notamment au 9 novembre 1918, il faut savoir qu'on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Sur le plan militaire, si tu veux, les Allemands, qui sont considérés comme étant les déclencheurs de cette guerre-là, vont de défaite en défaite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dès 1917, il y a l'entrée sur le conflit d'un nouvel acteur qui est l'acteur américain. C'est parce que les Américains vont venir se mettre du côté des Britanniques et des Français que, évidemment, de l'autre côté. Et ensuite, il va aussi avoir le fait que on a l'Empire russe aussi qui s'est effondré. Et donc, tout ça va faire que, l'Allemagne va se retrouver quelque peu acculée, donc toute seule. Et donc, elle va elle va voir donc une question de rapport de force quand on est dans un conflit armé. Quand tu dis l'Empire russe va s'effondrer, c'est quoi? La fuite du tsar? Oui, la chute du tsar Nicolas II. Donc, l'effondrement de l'Empire russe va redébattre les cartes géopolitiques et surtout, ça va faire que l'Allemagne va perdre un allié tout aussi important. Et donc, de ce point de vue-là, l'Allemagne va se retrouver en infériorité, aussi bien sur le plan numérique, sur le plan militaire. Et donc, à partir de 1918, elle va de défaite en défaite. Et en novembre 1918, c'est clairement acté, l'Allemagne va perdre la guerre. Donc maintenant, reste que, à côté de cela, il y a aussi la peur de la part de la classe politique allemande de voir, si tu veux, la révolution russe, donc la révolution soviétique qui a eu lieu en octobre 1917, se propager en Allemagne. Et donc, si tu veux, il y a un camp qui voudrait qu'il y ait d'abord il y a un renversement du régime, donc que l'empereur Guillaume II soit renversé pour que soit mise en place une république. Et cette république-là va rapidement essayer de tout mettre en œuvre pour empêcher, endiguer
la propagation, si tu veux, de cette révolution-là, bolchevique-là, en Allemagne. Parce qu'il y a déjà des prémices assez inquiétantes. Il faut savoir qu'à cause de ces revers militaires-là, l'armée allemande commence à avoir des mutineries, notamment au sein de l'armée. À côté de cela, on va voir aussi, dans certains Länder ouvriers, on va voir la constitution de manière quasiment spontanée de ce qu'on va appeler des conseils ouvriers. C'est-à-dire que les ouvriers vont refuser maintenant de continuer à être sous la direction d'un chef d'entreprise, mais ils vont décider de prendre le contrôle des usines. Et donc tout ça n'est pas très très bon. On sent une espèce d'élan, une espèce d'air de socialisme qui est en train de s'emparer de l'ensemble du pays. Et donc à la suite de cela, donc, Guillaume II va donc être carrément mis en minorité et donc lui, il va donc abdiquer pour donner le pouvoir ensuite à son Premier ministre. Son Premier ministre aussi également va devoir abdiquer. Et donc ce même 9 novembre là, 1918, va, à la suite de l'abdication de Guillaume II, il va être, de l'empereur Guillaume II, va être déclaré dans la foulée la naissance de la République de Wehrmacht, donc la République allemande. Et 2 jours plus tard, le 11 novembre 1918, les nouvelles autorités allemandes vont s'empresser de discuter avec les vainqueurs, donc la France et l'Angleterre. Et donc, le 11 novembre 1918, ils vont signer à Paris l'armistice mettant ainsi fin à la Première Guerre mondiale. Mais cet armistice-là va être jugé humiliante pour les Allemands parce que, si tu veux, les dédommagements que l'on va demander à l'Allemagne de payer en raison du fait qu'on va considérer qu'elle était responsable du déclenchement de cette grande guerre-là, donc, et de tous les dégâts qu'il y avait eu en Europe, va être non seulement humiliant, mais aussi extrêmement difficile sur le plan économique. Et c'est ce mauvais accord-là, en réalité, de l'armistice du 11 novembre 1918, qui va être à l'origine du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, parce que Hitler va non seulement vivre, comme la plupart des Allemands, cet armistice-là comme étant une humiliation en raison des conditions très difficiles que l'on imposait en Allemagne, et il va donc se servir non seulement de cette humiliation-là, mais aussi des effets de la crise de 1929 pour accéder au pouvoir et pour mettre son programme national socialiste qui va malheureusement aboutir aux tristes événements de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, une autre date, donc je l'ai dit, qui est une autre date qui est noire dans l'histoire de l'Allemagne, c'est en 1923, donc Adolf Hitler, il est le chef d'un tout petit parti qui s'appelle le Parti national socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP, et donc il veut absolument faire tomber le gouvernement pour y instaurer pour instaurer son programme. Mais il n'arrive pas à convaincre, notamment, s'il arrive à convaincre parce que il a un très bon, il maîtrise l'art oratoire, mais il est jugé par exemple par les industriels allemands comme quelqu'un de particulièrement violent. Et donc, il a du mal si tu veux, à convaincre les Allemands qui sont les membres de la haute société à, si tu veux, adhérer à sa vision. Et donc, il va estimer que, puisqu'il ne peut pas y accéder par les voies démocratiques, il va donc essayer de faire un raccourci et organiser un putsch. Et donc, le 9 novembre 1923, accompagné de ses fidèles acolytes, que sont Heinrich Himmler, Hermann Göring et Rudolf Hess, ils vont tenter d'organiser un coup d'État le 9 novembre 1923. Malheureusement, ce coup d'État-là va être très très mal organisé, et c'est cette mauvaise organisation-là qui va faire que très rapidement, au moment où même ce coup d'État-là va être déclenché, il va être tué dans l'œuf parce que la police et l'armée vont rapidement entrer en action et vont donc neutraliser tous les acolytes d'Hitler, tous ceux qui voulaient participer à ce putsch-là. Donc, à la suite de cet événement-là, Hitler sera donc arrêté et il va... et c'est là où le revers de l'histoire, parce que Hitler va comprendre que le procès qu'on va lui intenter à la suite de ce putsch raté-là va être l'occasion pour lui de véritablement exposer tous les griefs qu'il y a contre le pouvoir allemand. En fait, il va se servir de ce procès-là pour faire une espèce de procès
de l'État allemand et montrer pour lui et expliquer sa vision politique. Et donc ce procès-là va devenir un véritable procès politique. Et donc à l'issue de celui-là, il va donc diffuser ses idées et il va gagner en notoriété. Donc ce procès va véritablement être pour lui une tribune puisque le procès va être suivi par l'Allemagne tout entière. Donc lui qui n'avait pas, jusqu'à présent, jusqu'à ce 9 novembre 1923, qui n'avait pas pu avoir un podium suffisamment, une plateforme pour pouvoir s'exprimer directement à l'ensemble des Allemands, eh ben, étant donné du relent médiatique que va avoir son procès, il va donc se servir exactement pour diffuser ses idées et par la suite il gagnera en notoriété. Il sera condamné à 5 ans de prison, mais il n'en purgera que 9 mois et c'est durant ces 9 mois de prison qu'il va rédiger son unique œuvre et la plus célèbre, tristement célèbre, Mes pensées, Mein Kampf. Donc pour les Allemands, tu vois que ce putsch de 1923 a changé l'histoire de l'Allemagne parce qu'il aura permis à Hitler en réalité d'avoir le tremplin politique qu'il avait toujours cherché pour pouvoir arriver, pour pouvoir avoir la notoriété qui va lui permettre par la suite d'accéder au pouvoir de façon totalement démocratique. Et puis, il y a la troisième date dont je voudrais parler ici, il s'agit du 9 novembre 1938. Il faut savoir qu'un mois avant, déjà Hitler est déjà au pouvoir et donc un mois avant, il va y avoir un Allemand qui va être assassiné par un Juif polonais à Paris. Et donc cet assassinat-là d'un Allemand à Paris par un Juif polonais va être l'occasion, en réalité, pour les nazis de mettre en place tout ce qu'ils prévoyaient déjà de faire pour se débarrasser en quelque sorte des Juifs allemands. Et donc, bien entendu, il y avait un certain nombre de restrictions de liberté qui étaient déjà visibles. Il y avait déjà un certain nombre de... On voyait déjà les prémices où on sentait qu'il y avait une espèce d'étau qui se resserrait comme ça là sur les Juifs allemands. Mais évidemment, cet événement-là va être, si tu veux, le catalyseur. Le gouvernement va se servir de cet événement-là pour lancer toute une campagne de violence terrible à l'égard des Juifs. Donc les SA, les SS et les jeunesses hitlériennes vont détruire sur l'ensemble du territoire allemand à la fois les lieux de culte juifs et ainsi que des magasins qui étaient tenus par les Juifs. Lors de cette nuit-là, près de 90 Juifs seront tués et un peu plus de 30 000 seront déportés dans des camps de concentration. Et c'est, selon certains historiens, c'est cet instant-là, c'est cette date-là qui va permettre ensuite aux nazis, en réalité, de commencer à préparer l'idée d'une extermination des Juifs sur l'ensemble du territoire allemand. Donc, à partir du 9 novembre 1938, en réalité, c'est là où le véritable déclenchement du plan de la solution finale, selon certains historiens, par les nazis allemands, est enclenché. Et donc, c'est cette troisième date-là qui est aujourd'hui très triste en Allemagne, puisque depuis 1990, par exemple, des plaques commémoratives avaient été placées dans certains quartiers de certaines villes allemandes pour justement rappeler cette triste soirée du 9 novembre 1938. Et puis, il y a la dernière date, un peu fatidique de l'histoire allemande, c'est le 9 novembre 1989, c'est le jour où le mur de Berlin tombe. Il faut se rappeler que déjà, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en réalité, l'Allemagne est divisée en deux. On a un côté les Occidentaux, enfin les capitalistes, et de l'autre côté, on a les socialistes. Il faut savoir qu'en 1961, lors du déclenchement de la guerre froide entre socialistes et capitalistes, il va être érigé à Berlin un mur. Alors pourquoi ? Parce qu'à partir de 1958-1959, on va observer, les soviétiques vont observer de manière inquiétante un flux de plus en plus important de personnes qui quittaient la zone Est, qui était sous leur contrôle, pour aller à l'ouest, notamment en Allemagne, à Berlin. Et donc, pour endiguer cette vague migratoire-là de la zone tenue par les soviétiques vers celle tenue par les Américains, qu'en 1961, le gouvernement est-allemand va décider d'ériger un mur, littéralement construire un mur en plein milieu de la ville, qui divise donc Berlin en deux. Et donc, depuis 1961, ce mur qui est qualifié de mur de la honte est véritablement le symbole même de la division de l'Europe en deux blocs, un bloc
de l'Est socialiste et un bloc de l'Ouest dit capitaliste. Et donc, durant les décennies qui vont suivre, il va y avoir des tentatives multiples de la part d'Est allemands de traverser le mur, parfois de manière tragique, parce que ça va se solder par la mort des personnes qui vont tenter de traverser le mur. Mais je voulais comprendre un truc, Jean-Paul. Le mur de Berlin, Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne. Oui, Berlin, c'est la capitale. C'est une ville. Oui, c'est la Donc capitale. le de mur l'Allemagne. ne divisait pas le pays en deux. Non, le mur divisait la ville en deux. Mais si tu veux, Et le reste du pays alors? Le reste du pays, il y avait des frontières qui étaient tenues. Mais si tu veux, c'était tenu de part et d'autre par des soldats, notamment du côté Est. Mais si tu veux, la matérialisation de cette division-là de l'Allemagne était incarnée par ce mur-là. Juste qui se trouvait dans la ville de Berlin. Et voilà. Est-ce que c'est Hitler qui a construit le mur de Berlin ou il l'a trouvé là? Non, Hitler, ça s'est construit après lui. Hitler est mort en 1945 et le mur a été érigé en 1961. Donc Hitler était déjà mort depuis belle lurette. Mais disons que les Russes ne voulaient plus voir des Est-Allemands traverser, quitter leur zone pour Donc, aller. Donc en fait, le mur de Berlin zone... est un peu un symbole de la guerre froide. Exactement. C'était le symbole de la guerre froide. Et donc à partir de là, il faut aussi savoir que pour des raisons pratiques, pour des raisons administratives ou pour des raisons liées au fonctionnement de la ville de Berlin, certains Est-Allemands avaient des autorisations pour traverser, pour aller à l'Ouest. C'était des autorisations qui étaient données au compte-gouttes. Il y avait très très peu d'Allemands qui avaient droit à ces autorisations-là. Mais en 1989, on voit une espèce de bouillonnement qui commence à s'emparer des pays de l'Est. On voit de plus en plus des formes de révolte, de volonté notamment des pays, des citoyens de l'Europe de l'Est à aspirer à plus de liberté. On le voit notamment en Pologne avec la lutte de Solidarność, de Lech Walesa. On le voit aussi dans d'autres pays est-allemands, en Roumanie avec la chute du régime de Ceausescu. Donc tout ça fait que on commence à voir une espèce de bouillonnement, un vent de liberté commence à souffler donc dans l'Europe de l'Est, et donc l'Allemagne n'est pas épargnée, notamment l'Allemagne de l'Est. Et donc la République démocratique allemande, qui était la République de l'Allemagne de l'Est, commence à sentir ça et on commence à voir de mouvements de plus en plus importants de personnes qui veulent traverser de nouveau le mur. Je comprends pas, Jean-Paul. Du côté Est, du côté Ouest, ce sont les Allemands qui sont là. Non, mais c'était deux républiques bien distinctes. On avait la République démocratique allemande. Avant que le mur soit conçu, c'était les Allemands qui vivaient là. Oui, c'était l'Allemagne, l'Allemagne, la même Allemagne qu'il y a aujourd'hui. Exactement. Les mêmes parents. Voilà, mais juste qu'ils avaient été séparés par un mur, pour des raisons purement idéologiques. Pourquoi la chute du mur de Berlin est corrélative à la chute de l'empire de l'URSS? Parce que, si tu veux, c'est cette chute-là, si tu veux, c'est comme on dirait, quand tu vois une fondation, et puis tu vois au niveau de l'épicentre, s'il y a une fracture au niveau de l'épicentre, tout le bâtiment s'effondre. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que lorsque le mur de Berlin, qui était le symbole même de la matérialisation de cette guerre froide-là, de cette division-là, et donc qui va être perçue par les populations, par les peuples d'autres républiques qui étaient sous influence soviétique comme étant une tentative, enfin une révolution qui leur a permis d'accéder à la liberté, et ben c'est ce qui va se produire dans tous les autres pays qui étaient placés sous l'empire soviétique. Et donc, petit à petit, donc, il va y avoir une espèce de contagion, à l'image de ce qui s'était passé en 1917 en Russie. Lorsqu'il va y avoir la révolution bolchevique, cette révolution-là va aussi essaimer et aller se propager à travers le monde. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, le 9 novembre 1989, et c'est ça aussi un autre élément très important, c'est que c'est une révolution qui s'était faite sans effusion de sang. Pourquoi? Parce que, pour revenir à ce que je disais, pour des raisons pratiques, il y avait quelques Est-Allemands qui avaient des autorisations pour aller travailler à l'Ouest. Et donc, avec la montée, ce bouillonnement démocratique qui commençait à s'emparer des républiques de l'Est et de l'Europe, eh ben, il va y avoir des mouvements de plus en plus spontanés et de plus en plus nombreux d'Est-Allemands qui voulaient traverser et aller aller à l'Ouest, l'Ouest allemand qui était un pays très prospère, très riche, à l'opposé de l'Allemagne de l'Est qui était très pauvre et qui n'avait pas pu se développer. Et donc, tout ça va faire que les autorités est-allemandes, ça va entraîner une espèce l'effondrement même du
système politique est-allemand, puisque Erich Honecker, qui était le président du Conseil fédéral, va démissionner. Son premier ministre également, Félix Schopp, lui aussi va démissionner en début novembre 1989. Et donc, pour essayer de faire baisser la pression, les nouvelles autorités allemandes vont donc sortir une information disant que désormais, parce qu'en réalité aussi, il n'y avait plus à manger, il n'y avait plus les produits de première nécessité en Allemagne de l'Est. Donc, pour éviter qu'il y ait des émeutes liées à la faim et autres, alors que de l'autre côté, il y avait un Berlin prospère, le Berlin qui était géré par les Ouest allemands. Et donc, on va lever en réalité les autorisations de passage pour permettre aux Est allemands d'aller de l'autre côté, se ravitailler en vivres et en produits de consommation grand public pour faire baisser, si tu veux, la pression sociale. Malheureusement, lors de cette annonce-là, le fonctionnaire qui était chargé, qui va venir faire l'annonce de la levée de l'autorisation, de demande d'autorisation pour aller dans l'Est allemand, un journaliste va lui poser qu'à partir de quel moment cette autorisation, cette levée de demande d'autorisation pour aller à l'Ouest devait être mise en pratique. Il va dire immédiatement. En fait, il ne savait pas quand ça devait se faire. Il va dire certainement à partir de maintenant. Et donc, cette annonce-là, ça va être répandu dans la population allemande. Ça va telle une traînée de poudre. Et donc, tout le monde va foncer vers la porte de Brandebourg, qui était la porte symbolique où on partait d'un côté vers l'autre à Berlin. Et donc tu imagines des dizaines de milliers de personnes qui veulent aller au même endroit au même moment. Et donc cette porte de Brandebourg a été devenue trop petite. Et donc immédiatement, les Est-Allemands vont donc décider de casser le mur pour permettre à tout le monde de passer au même moment. Et c'est ainsi que, devant les caméras du monde entier, ça s'est décidé spontanément, ce mur de Berlin-là va être démantelé. Il ne reste aujourd'hui qu'une toute petite portion, la petite portion qui est dans la porte de Brandebourg et qui rappelle justement pour l'histoire qu'il y avait bien un mur qui divisait l'Allemagne. Et pendant toute cette époque, c'était Helmut Kohl, le chancelier. Il est arrivé en 82 et est parti en 98. Oui. C'est lui qui va être le chancelier de la réunification. Donc, quand le mur de Berlin va s'effondrer, en réalité, et Helmut Kohl, c'est là où il va avoir la vision, il va saisir cette opportunité-là pour tendre la main aux Est-Allemands et leur dire qu'il fallait que l'Allemagne se réunisse, qu'on réunisse ces deux parties de l'Allemagne. Et bien entendu, étant donné que la Russie ne pouvait pas s'y opposer, puisque la Russie était déjà dans un état de déliquescence, et donc, si tu veux, il n'y avait personne pour s'opposer à cette volonté-là. Et donc, avec la bénédiction des Américains, qui étaient devenus l'hyperpuissance, cette réunification aura pu se faire. Merci, donc, voici ces 4 matin. Dates du 9 novembre du dans 9 l'histoire. novembre pour l'histoire de l'Allemagne. Exactement. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul qui revenait sur le brin d'histoire comme tous les jeudis dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.